Les comptes bancaires à l'étranger non déclarés par les contribuables français sont clairement dans le viseur du fisc. Alors comment est-ce que l'administration réalise ces contrôles? Quels sont les risques encourus par les contribuables? Réponse avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Garde. Déjà un petit mot de la législation. Que dit la loi française en matière de détention de comptes bancaires étrangers? C'est autorisé bien sûr. Alors c'est autorisé, mais vous devez donc déclarer tous les ans, sur votre déclaration, à l'occasion de votre déclaration de revenus, l'existence sans limitation des comptes dont vous disposez et déclarer les revenus et les gains que vous percevez sur ces comptes. Donc vous devez déclarer les comptes bancaires situés à l'étranger, les contrats d'assurance vie, les avoirs détenus au travers de sociétés de portefeuille titres, les avoirs détenus par des trusts ou des fondations, ce qui est déjà un peu plus exotique, les comptes étrangers aussi qui sont utilisés, vous savez, pour le paiement par Revolut, PayPal, etc. Les crypto-monnaies et également les crypto-monnaies qui seraient détenues au travers d'une société. Tout ça, vous devez le déclarer obligatoirement chaque année. Dans votre déclaration de revenus, vous avez une petite case et vous devez en plus fournir un formulaire, le 3916, qui est magnifique, et vous devez établir ces déclarations. Bon, donc on le redit clairement, non, ce n'est pas illégal en France de détenir des comptes bancaires à l'étranger. C'est bien de le rappeler quand même. Ça n'est pas du tout illégal. Voilà. Et donc vous devez fournir dans cette déclaration 3916 des références, c'est-à-dire le nom de l'établissement, son adresse, la date d'ouverture du compte, la date de fermeture s'il se ferme ou du contrat d'assurance, et ainsi de suite. bon, comment s'organise la lutte la lutte, enfin la vérification, le contrôle par l'administration fiscale de ces comptes bancaires C'est étrangers? la lutte, pas tout à fait finale, mais c'est la lutte, parce qu'il y en a encore. Pendant longtemps, l'administration française, elle s'est contentée de recevoir à la fois les personnes qui venaient répondre spontanément, enfin qui venaient spontanément déclarer leur compte, et puis souvent par le biais de disputes entre héritiers ou de disputes entre époux. Les dénonciations, on les connaît, j'y suivais mon regard. Et donc c'était le seul moyen pour l'administration finalement d'arriver à obtenir des informations sur les comptes. Ouais, sauf qu'après, il y a eu entre-temps l'affaire HSBC. Voilà, alors en 2008, M. Woerth avait déjà entamé un processus d'ouverture d'une espèce de guichet, et puis il a eu la liste HSBC qui lui avait été apportée par M. Falciani, et à partir de là, il a eu, j'allais dire, quelques clients, et ça a été la façon de rentrer dans le sujet de façon assez vive. Et l'administration, dans ce cas-là, n'a pas fait un appel au peuple, elle a appelé chacun des contribuables, et elle est venue les vérifier en leur disant, écoutez, on a des informations sur vous, que faites-vous? Et ça leur a permis de prendre énormément de récupérer énormément de dossiers. Ensuite, c'est M. Sapin, quand il a vu l'ampleur du sujet, qui est intervenu, alors même que peut-être son prédécesseur voulait le fermer. C'était Monsieur Cahuzac. C'est ça, M. Cahuzac. Voilà. Et là, le sujet a été véritablement industrialisé. Ok. Les autres États, est-ce qu'ils ont eu des comportements différents en matière de comptes bancaires Ce qui est très curieux, à l'étranger? voilà, ce qui est très curieux, c'est qu'au même moment, on s'est dit en France, il va falloir s'occuper de ces dossiers. Je pense aux spécialistes fiscaux qui sont occupés de ça. Et puis quand on allait voir ses voisins, ils ont eu tous la même idée au même moment. Alors probablement que la raison est une raison qui n'est peut-être pas endogène à notre système, mais qui serait plutôt exogène, parce que finalement, nos braves voisins américains nous ont dit que c'était vraiment pas bien d'être délinquants. Ouais. C'est eux qui sont à l'origine de toutes ces opérations? Probablement, oui, parce que ça leur a permis deux choses. D'une part, que nous pulvérisions pour les gens qui ont pris peur d'aller disperser l'épargne européenne ailleurs, pour finalement la déclarer quand même. Et puis ça leur a permis, eux, de leur côté, d'empêcher des Américains d'avoir des comptes en Europe. On voit que pour un Américain, ouvrir un compte en Europe, c'est très très compliqué. Donc de récupérer des fonds, et on faisait d'une pierre deux coups. Moins d'épargne en Europe, plus d'épargne aux États-Unis. Bon, quels sont les résultats fiscaux de ces opérations? Eh bien, les résultats fiscaux ont été importants, puisque le guichet s'est fermé en 2017. On appelle ça la cellule de dégrisement, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelait, non? Oui, c'est ça. Quand on revient d'une soirée un peu arrosée, on passe par la cellule de dégrisement, et donc on l'a appelé pendant longtemps la cellule de dégrisement. L'administration d'ailleurs n'était pas contre, mais elle a préféré qu'on appelle ça une cellule de mise en conformité, et elle a appelé ça le service de traitement des déclarations rectificatives. STDR. STDR. Donc 50 000 contribuables sont quand même venus à confession régulariser le sujet. Ça a une incidence. Des riches essentiellement, dans le couple des riches, enfin des patrimoines fortunés ou pas seulement? Non, pas seulement, beaucoup de petits patrimoines, beaucoup de personnes qui ont fait ça, non pas pour des raisons fiscales, d'ailleurs dans 80, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais non plus 90% des cas, ce n'était pas des raisons fiscales. Il y avait des conséquences fiscales, mais beaucoup de familles qui ont vécu des choses terribles en Europe centrale, etc., sont venues mettre leurs fonds. Alors, le résultat, c'est quand même à peu près 10 milliards de recettes. 10 milliards de recettes sur cette période, c'est loin d'être négligeable. Bon, 10 ans après, est-ce que, c'est la question que les gens se posent, j'imagine en nous regardant, est-ce que c'est toujours intéressant de régulariser sa situation?
Alors je suis forcément conflicté, diraient les avocats. Je suis de parti pris, mais oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que régulariser sa situation soi-même, c'est mieux que d'attendre que la patrouille nous rattrape. Ouais. Donc voilà, donc c'est mieux de prendre les devants, comme on dit. Quels sont les impôts qui sont concernés, maître, par cette mise en conformité et sur combien d'années il faut revenir en arrière et régulariser? Alors ça, on oublie qu'il y a finalement trois sortes d'impôts. On pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en particulier les dividendes, les intérêts et les gains en capital, c'est-à-dire les plus-values, sachant que quand vous avez un compte à l'étranger, vous avez une obligation dans les 15 jours qui suivent le mois de la perception des intérêts, des dividendes et des intérêts, de les déclarer en France. Donc c'est une petite manip un peu plus compliquée. Vous avez des pays comme la Suisse qui rédigent parfaitement ces documents pour vous, que vous n'avez plus qu'à présenter, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez, donc on l'a dit, impôt sur le revenu. Deuxième chose, l'ISF. L'ISF, vous allez me dire, il est fini depuis 2018, mais comme on revient 10 ans en arrière plus l'année en cours, on est concerné par cette période. Donc l'ISF, éventuellement, qui vient se rajouter à l'IFI, et éventuellement, cet ISF que vous déclarez sur des comptes va vous faire passer la tranche du 1,3 million. Ouais. Alors que vous pensiez que vous n'y étiez pas forcément taxable. Net taxable. Exactement. Troisième sujet, les droits de succession. Soit parce que vous avez quelqu'un qui est mort dans le délai, et donc dans le délai de 10 ans, quand vous régularisez, l'administration vous dit vous régularisez aussi les droits de succession, soit parce que ce sont des avoirs qui sont transmis par des personnes qui sont toujours de ce monde, et à ce moment-là, vous êtes dans le cas du don manuel, et ce don manuel, il doit être révélé et taxé. Et là, c'est quelque chose qui coûte un peu cher, puisque comme vous le savez, la tranche marginale de l'impôt, c'est 45% en droit de succession. Donc c'est assez lourd. Bon, quelles sont les sanctions applicables en présence d'un compte qui, on a compris, à contrario, ne serait pas déclaré? Alors une sanction qui peut ne paraître pas très importante, mais revenons sur 10 ans, hein, c'est 1 500 € par compte oublié et par année, 2 comptes oubliés, 3 000 €. Si ensuite, fois 10, 30 000 €. Exactement, tout de suite. C'est déjà la première note. Le deuxième sujet, c'est que si vous avez des comptes dans des pays chelous, diraient les enfants, cachés, avec peu d'échanges d'informations avec la France, le montant, c'est plus 1 500, c'est 10 000. Donc 10 000 sur 10 ans, ça vous fait tout de suite 100 000. C'est quelque chose qui est rectifié. Le deuxième sujet, c'est les pénalités. Si on vient vous voir, à votre bon cœur, on pourra vous dire pénalité de mauvaise foi, de manquement délibéré 40%, mais plus probablement 80%. Et comme vous le savez, on l'avait déjà expliqué à cette antenne, 80% de pénalité et un redressement de 100 000, le dossier est immédiatement transmis au procureur. Au pénal. Au pénal. Le fait de venir par anticipation vous sort du pénal. Donc ça, c'est quand même un sujet auquel il faut réfléchir. Il y a des difficultés particulières pour celles et ceux qui veulent se mettre en conformité? La difficulté, c'est de faire de la spéléologie personnelle. On a procrastiné en disant j'irai un jour. On a oublié, on a caché les documents, on ne les a pas chez soi. Il faut redemander à la banque. On les a rangés, pas cachés, rangés. On les a très très bien rangés, oui. C'est ça. Et c'est un véritable travail presque d'égoutier, de spéléologue. Il faut descendre, il faut retrouver ces éléments. Vous devez avoir les informations exactes, vous devez les avoir complètes. Et il faut également, tous les ans, avoir au 1er janvier, surtout s'il y a de l'ISF, l'information exacte. Donc vous avez un petit travail à faire avec la banque étrangère. Et dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de pays, en particulier la Suisse, on vous fait payer la demande d'information. Les documents qu'on vous donne, on vous les fait payer. Bon. Ça prend du temps. Malgré la fermeture donc, de cette cellule de régularisation, en combien, en quoi? C'est 2017, c'est ça, hein? 2017. Bon, l'administration, le fisc, semble toujours aussi présent sur ces sujets d'actifs étrangers, de comptes à l'étranger. À la suite de tous ces éléments-là, et encore un peu poussé par nos amis américains, beaucoup de pays ont adopté un mécanisme qu'on appelle le CRS. Le Common, je vais y arriver, c'est pas le coming out, c'est le Common Reporting Standard. Ouais. C'est-à-dire qu'un Suisse, une banque suisse qui a un résident français dans ses comptes, va déclarer à la France le résident suisse. Elle ne dit pas ce qu'il y a sur le compte. Voilà, elle ne dit pas ce qu'il y a dessus. Elle ne dit pas ce qu'il y a dessus. Donc vous allez recevoir un document de l'administration qui dit, selon nos informations, il semblerait que vous disposiez d'un compte à l'étranger, et j'aimerais savoir ce que vous allez faire. Et à ce moment-là, il vaut mieux aller voir l'administration en disant, oui, j'avais un compte, voilà ce qui s'est passé, ou j'ai un compte mais il n'y a rien dessus, ou voilà, on discute mais il faut sortir de ça. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet à nouveau c'est le data mining. Le troisième sujet c'est les échanges qui circulent énormément, qui sont en cours d'élaboration sur le plan de l'intelligence artificielle et comment dire, de la rationalisation, qui vont nourrir une base de données qui s'appelle EvaFisc, et là on peut vous retrouver. Bon, et concrètement comment est-ce qu'elle s'y prend, l'administration, dans cette affaire? CRS. Elle lit les décisions de justice qui concernent les familles qui ne s'entendent pas et qui se jettent à la figure des comptes non déclarés ou les demandes de divorce. Donc, elle peut soit, dans ces cas-là, vous envoyer une demande d'information, qui est une façon douce de vous dire venez me voir, ça serait bien, vous ne serez pas maltraité, mais venez.
ce n'est pas une demande coercitive, mais allez-y. Soit en revanche, elle a un peu plus d'informations et elle trouve que votre comportement général n'est pas terrible. Là, elle vous demande des deux. Elle vous établit des demandes de justification qui vous donnent des délais, qui vous donnent des pénalités, qui, si vous ne répondez pas, vous mettent dans une procédure de taxation d'office. Là, vous courez aux ennuis. Donc le conseil, signé Maître Jérôme Barré, c'est de se mettre en conformité parce que c'est, on va dire, un gage de tranquillité. C'est un gage de tranquillité. Vous vous souvenez également que ce qui avait été mis en place par M. Macron, c'est ce que j'appelle l'erreur excusable. Donc vous pouvez toujours dire que dans un schéma comme ça, vous étiez trompé, vous n'avez pas fait les choses. L'administration ne porte pas de jugement, premièrement. Et deuxièmement, l'administration ne vous donne pas d'abonnement à la suite de ces mises en conformité. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.